J'aborde la deuxième section des deuxième chapitre de la deuxième partie, à savoir les principales fonctions de l'entreprise. Après la fonction production, on va voir aujourd'hui la fonction marketing. Mais avant, j'aimerais introduire un peu cette fonction pour dire que la fonction commerciale, d'une façon générale, a considérablement évolué au sein des entreprises. Au début de l'ère de la production de masse, Henry Ford, par exemple, produisait une voiture noire standardisée, on a vu ça à la première partie, pour toutes sortes de clientèles. L'importance dans son temps a été donnée aux problèmes de production, tels que l'accroissement des capacités, la diminution du coût et l'augmentation de la productivité. Dans ce contexte, évidemment, les problèmes de commercialisation étaient relégués au second plan, donc étaient secondaires. Ces problèmes n'étaient pris en considération qu'une fois les produits mis au point et fabriqués, donc l'entreprise était plus ou moins dans une logique production-marché. Dans cette logique-là, l'action commerciale des entreprises avait pour objectif d'attirer les clients pour écouler la production. Cette logique est actuellement renversée, carrément. L'entreprise ne peut plus se permettre de produire et chercher à vendre par la suite, mais elle doit désormais étudier son marché pour définir tout d'abord ce qu'elle va produire et ensuite essayer de s'adapter à cette demande. On est donc dans une logique marché, production, marché. Avec cette logique, le client devient le centre des préoccupations des gestionnaires. L'entreprise produit pour satisfaire les besoins des consommateurs et le marketing devient une fonction essentielle au sein de l'entreprise. Le marketing, d'une façon très résumée, consiste à s'interroger sur les besoins du marché pour définir ensuite les biens et les services à produire. Bon, d'une fonction marginale, tout à fait marginale, le marketing est devenu actuellement une fonction essentielle au sein de toutes les entreprises. Si maintenant on veut définir un peu cette fonction-là et montrer un peu la place qu'elle représente au sein de l'entreprise, on peut dire que la fonction marketing peut être définie actuellement comme l'ensemble des actions. Donc on a vu ça, chaque fonction c'est un ensemble de tâches, c'est un ensemble d'actions qui ont pour objectif de comprendre tout d'abord les attentes des clients, étudier et prévoir l'évolution de la demande pour réaliser l'adaptation continue de la production aux besoins du marché et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise. Dans une économie libérale, toutes les activités destinées au grand public sont concernées par le marketing. La place de cette fonction dans l'organigramme de l'entreprise, elle est devenue très importante, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, avec toutefois quelques différences par rapport justement à cette taille et par rapport au secteur d'activité. Mais pratiquement dans toutes les grandes entreprises, la direction marketing occupe une place très importante. Dans les PME, cette fonction est assurée par le directeur commercial et ou en partie externalisée au cabinet extérieur en ce qui concerne la réalisation des études. Parce qu'il demande assez de moyens et assez de temps, donc on préfère faire faire ces études par des cabinets extérieurs et se concentrer sur les résultats et leur application. Bon, les très petites entreprises, cette fonction est exercée directement par le chef d'entreprise, aidé là aussi par des cabinets extérieurs. Mais cette fonction, la place de cette fonction dans l'entreprise est aussi fonction de la nature de l'activité et de la conception qu'ont les dirigeants, bien entendu, de la place de cette fonction au sein de leurs entreprises. Le marketing est en lien avec toutes les autres fonctions de l'entreprise.
Donc les réponses aux attentes des clients et à l'évolution de la demande nécessitent bien entendu une négociation au sein de l'entreprise, donc avec la fonction financière, du fait que par exemple une diminution du prix ou une augmentation du prix concerne la fonction financière, comme on va le voir dans la section qui suit. Les promotions par exemple ont des incidences financières. Cette fonction marketing traite aussi, négocie aussi avec la fonction logistique en ce qui concerne la distribution. Elle négocie aussi avec la fonction de production pour des questions de qualité, de quantité, etc. Bon, la mission en général de cette fonction se situe à un double niveau. Il y a deux niveaux. Si on veut analyser un peu la mission de cette fonction, il y a un niveau stratégique, donc on parle du marketing stratégique, et un niveau opérationnel, comme vous allez le voir sur le schéma, et un niveau opérationnel, on parle du marketing opérationnel. Bon, le marketing stratégique, c'est quoi? Bon, le niveau stratégique concerne toutes les actions de cette fonction qui se situent en amont de la conception des produits. Donc, avant la conception des produits, on parle du niveau stratégique du marketing. Avant de concevoir un produit, par exemple, l'entreprise doit connaître tout d'abord les besoins et les attentes des clients, les comportements d'achat, l'offre des concurrents, les prix pratiqués, la taille du marché. Une fois toutes ces informations-là collectées, l'entreprise va décider quelle sera son offre et son positionnement dans le marché. Il s'agit là d'une démarche d'analyse et de réflexion pour réaliser tout simplement l'adéquation entre l'offre de l'entreprise et la demande présente et future du marché. Cette démarche est essentielle, elle doit s'inscrire dans le cadre stratégique global de l'entreprise, donc il faut qu'elle soit adéquate par rapport aux objectifs stratégiques décidés au niveau de la direction générale. Et une fois cette étape d'analyse est achevée, l'entreprise aborde le niveau opérationnel du marketing ou bien le marketing opérationnel. Tout simplement, le marketing opérationnel, c'est la mise en œuvre des décisions et des orientations prises au niveau stratégique. Cette mise en œuvre se fait dans le cadre d'un plan marketing. Généralement, c'est un plan annuel et qui est en adéquation avec la stratégie commerciale de l'entreprise, mais aussi avec les autres plans d'action financiers, de production, recherche et développement, gestion des ressources humaines, etc. Donc, il ne faut pas que le plan marketing présente des points qui ne concordent pas avec les autres plans au niveau de toute l'entreprise. Ce niveau opérationnel comprend 4 grandes actions désignées par les 4 P ou le marketing mix, à savoir le produit, le prix, la distribution et la publicité, ou bien la promotion. Ce qu'on appelle les 4 P, c'est le marketing mix. La section suivante, on va voir maintenant après cette définition et les 2 niveaux d'analyse du marketing, on va voir la démarche marketing. C'est quoi la démarche marketing? Bon, tout simplement, c'est une attitude de recherche, tout d'abord, d'analyse, d'information, d'écoute du marché et de son environnement, et qui est censé permettre, tout d'abord, du côté de l'offre, un meilleur pilotage de la conception des produits, de la mise sur le marché de ce produit-là, de la gestion de son cycle de vie et de la rentabilité des produits et des services offerts. Ça, c'est du côté de l'offre. Elle est censée aussi permettre, du côté de la demande, une meilleure écoute et une plus grande satisfaction du consommateur final ou des consommateurs intermédiaires. Donc, vous avez là, sur le schéma, un peu la démarche du marketing. Le point de départ de cette démarche est la connaissance des besoins et des attentes des clients. Ensuite, et parce qu'il ne peut satisfaire la totalité des désirs
des individus, de toute la population qui compose le marché, l'entreprise est amenée à diviser ou segmenter le marché afin de sélectionner des cibles plus précises. Donc, une fois l'étude a été faite sur toute la population, on cible une partie de la population qu'on estime constituer notre marché. Pour chaque cible maintenant retenue, l'entreprise définit 4 paramètres qui constituent le marketing mix. Le produit, le prix, la distribution et la communication. L'évaluation du résultat est obtenue permet de corriger les erreurs observées aux différents niveaux de la démarche. Bon, maintenant, du côté de l'offre. Un marché, c'est l'ensemble des clients capables et disposés à acquérir un bien ou un service pour satisfaire un certain type de besoin. Le produit, là, il est considéré comme étant un moyen de satisfaire un besoin. Donc, on ne considère pas le produit en tant que tel, mais plutôt que de par ses fonctions qu'il remplit et la satisfaction que l'on en retire. Ce sont ces fonctions que le responsable marketing va chercher à mettre en valeur et à vendre. Il existe 4 niveaux d'analyse du marché. Tout d'abord, il y a le marché principal. C'est quoi le marché principal? Donc, il correspond à l'ensemble des produits techniquement identiques et directement concurrents. Ça, c'est le marché principal. Il y a le marché environnant. Donc là, il est composé des produits de nature différente des produits du marché principal, mais satisfaisant les mêmes besoins dans les mêmes conditions. Et enfin, il y a le marché générique. Et là, il comprend tous les produits liés à la catégorie de besoins satisfaits par les produits du marché principal. On ajoute aussi un marché de support ou un marché support. Là, est associé aux produits dont l'existence est nécessaire, la consommation des produits du marché précédent. L'analyse du marché du point de vue de monde, on part de la population totale. Dans cette population totale, il y a les consommateurs actuels. Bon, ce sont les gens qui achètent le produit soit à l'entreprise, soit à ses concurrents. Il y a les non-consommateurs relatifs. Donc, ce sont les clients qui n'achètent pas actuellement parce qu'ils ne sont pas peut-être informés. Ils ignorent l'existence des produits. Ils n'en voient pas l'utilité ou trouvent son prix peut-être trop élevé. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un travail du marketing, des mix à faire à ce niveau-là, les non-consommateurs relatifs. Mais aussi, il y a les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, ne peuvent acheter le produit, peut-être pour des raisons profondes, d'ordre physique peut-être, d'ordre psychologique, d'ordre moral ou d'ordre réglementaire. Là, on les appelle les non-consommateurs absolus, donc à exclure de notre marché cible, donc parce que quel que soit l'effort fait au niveau du marketing, ces consommateurs ne peuvent pas, pour une considération ou autre, acheter notre produit. Bon, là, le marché actuel de la concurrence plus le marché actuel de l'entreprise constitue le marché actuel de la profession. Donc là, toute la profession travaille sur ce marché actuel. Si j'ajoute aux consommateurs actuels les non-consommateurs relatifs, donc j'obtiens le marché théorique de la profession. Le marché théorique de la profession. Maintenant, le marché potentiel de l'entreprise, c'est le marché actuel de l'entreprise, ce qu'elle a, et plus ce qu'elle peut gagner sur le marché de la concurrence, plus ce qu'elle peut gagner sur le marché des non-consommateurs relatifs. Ça veut dire les non-consommateurs relatifs, les gens qui ne consomment pas actuellement le produit, mais peut-être s'il y a un ciblage bien précis au niveau des prix, au niveau de la distribution, au niveau de la publicité, ils peuvent se convertir en des consommateurs effectifs. L'analyse du marché
elle est faite, elle met en évidence plusieurs catégories de consommateurs et permet de décomposer le marché en plusieurs sous-ensembles. On passe à la segmentation des marchés. Pour un marché donné, il est rare que les consommateurs manifestent les mêmes goûts, opinions et comportements, d'où la nécessité, bien évidemment, pour les entreprises de définir au sein des marchés des groupes de consommateurs homogènes, c'est-à-dire répondre à la question de quel individu s'agit-il. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc, c'est une méthode de découpage du marché en groupes de consommateurs manifestant des comportements homogènes ou similaires, ce qu'on appelle des marchés cibles. À chaque cible, alors, l'entreprise doit élaborer une offre plus adaptée, un mix approprié. Plusieurs catégories de variables de segmentation sont utilisées à cette fin. Il y a les caractéristiques sociodémographiques, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la profession, le revenu ou le lieu d'habitation. En deuxième lieu, il y a les caractéristiques subjectives, c'est-à-dire personnalité, style de vie. En troisième position, il y a les variables comportementales, tout ce qui relève des groupes de consommation par rapport à leur comportement vis-à-vis des produits, taux d'utilisation, lieu d'achat, mode de consommation, etc. Et en dernier lieu, il y a les avantages recherchés. Et là, cette connaissance au niveau des avantages recherchés va nous permettre d'adapter le produit aux besoins. Les variables là, de segmentation elles sont très importantes et c'est toute la recherche au marketing, une grande partie de la recherche au marketing est axée sur ces éléments-là. Voyons maintenant le comportement des consommateurs. De part que la clientèle est l'élément d'actif le plus important d'une entreprise, donc il est nécessaire de bien connaître son comportement. Ce comportement est appréhendé sous la forme d'un processus, c'est-à-dire une suite d'étapes qui part de la connaissance des besoins à l'achat. Suivant ce schéma, donc on part de la reconnaissance des besoins, la phase essentielle qui déclenche le processus d'achat. Donc les consommateurs éprouvent un certain nombre de besoins qui ne se manifestent que s'ils sont activés par divers stimuli. Après la reconnaissance de besoins, le consommateur normalement recherche des informations. Donc une fois le besoin il est là, il va chercher des informations sur les possibilités de le satisfaire. Ces informations peuvent être trouvées dans des sources diverses. Et après, il fait une sorte d'évaluation des solutions. Donc, les marques sont comparées les unes aux autres, les prix sont comparés les uns aux autres en fonction des caractéristiques que ces produits offrent. Et intervient la décision, c'est l'étape au cours de laquelle le consommateur décide ou non d'acheter le produit. Donc, différentes contraintes peuvent intervenir dans le choix des consommateurs. Bon, des contraintes économiques, des contraintes sociales, des contraintes culturelles, des contraintes de disponibilité, etc. Et généralement, il y a une étape d'évaluation post-achat. Au cours de cette étape, les consommateurs vont évaluer la satisfaction ressentie avec la satisfaction qu'ils avaient prévue au départ. Si l'évaluation est positive, un phénomène de feedback peut renforcer le comportement des consommateurs et refaire la même expérience avec le même produit. On est là dans la question de fidélité des clients. Si l'achat est courant, un produit de grande consommation, donc cette évaluation se fait automatiquement et le client revient directement vers le produit qui lui a donné satisfaction. S'il s'agit d'un achat réfléchi, alors tout ce qui est meubles, électroménagers, etc., le processus est d'une autre nature. S'il s'agit en dernier lieu d'un achat spécialisé, voiture, appartement, etc., là, le processus prend une autre forme. Voyons maintenant les facteurs qui peuvent expliquer le comportement des consommateurs. Le comportement des consommateurs est soumis à l'influence de divers facteurs.
des facteurs propres à l'individu, des facteurs qui relèvent de son environnement général. Une grande partie des comportements de l'individu est conditionnée par des facteurs d'environnement. Cet environnement comporte différentes facettes, l'appartenance à une culture, l'appartenance à une classe sociale, à une famille, à une tribu, à une caste, etc. Donc tout ça détermine fortement le comportement des consommateurs. Mais généralement, on retient comme facteur influent sur ce comportement les besoins et motivations. Tout ce qui peut pousser l'individu à entreprendre une action, donc les motivations, ils ne sont pas toujours conscientes. Les études de motivation ont pour objectif justement de mettre en évidence ces facteurs qui poussent l'individu à prendre la décision d'achat. Il y a aussi la personnalité, donc les croyances, les habitudes que chaque individu présente. Ils ont une influence importante sur le comportement des consommateurs. Il y a les attitudes, donc l'attitude c'est une prédisposition d'un individu à évaluer d'une certaine manière un objet et agir d'une certaine façon à son égard. Donc il a une attitude positive ou négative. Et enfin, il y a le style de vie, donc là c'est le mode de vie adopté par une personne qui exprime ses activités, ses intérêts, ses opinions, etc. Et tout ça, ça représente un champ d'études très important que le marketing doit connaître avant de se lancer sur la phase d'élaboration du marketing mix. Donc après avoir réalisé des études de marché en principe, parce que ce n'est pas toujours évident, et après avoir segmenté la clientèle en des segments cibles et étudié son comportement selon les variables qu'on vient d'évoquer, on va appliquer à chaque segment la règle des 4 P. Revenons à chacun de ces 4 points. Il y a tout d'abord le produit. Il constitue l'élément de base du marketing mix. Donc les autres variables du mix en sont largement dépendantes. On peut distinguer 3 niveaux d'analyse dans la conception de son produit. Il y a tout d'abord le produit central, c'est-à-dire ce qui répond aux besoins. Donc il y a un produit central. Il y a ensuite le produit tangible, c'est le produit qu'on touche, qui sera offert aux consommateurs dans les points de distribution. Et il y a le produit augmenté, c'est-à-dire le produit tangible, plus le produit central bien entendu, et plus les avantages supplémentaires. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir en détail dans la matière du marketing. Ici, j'essaie tout simplement d'évoquer un peu quels sont les grands éléments des produits. Un produit peut être défini par ses caractéristiques fonctionnelles, mais aussi en termes d'image. Les caractéristiques fonctionnelles sont d'ordre physique, c'est la composition des produits, ses dimensions, sa performance technique, sa facilité d'utilisation, ses qualités esthétiques. Là, ce sont des caractéristiques fonctionnelles. Et il y a les caractéristiques d'image. Donc, voilà, c'est le contenu symbolique un peu du produit qui est plus ou moins associé à des valeurs données, à des motivations spécifiques, à l'expression d'une personnalité ou bien d'une image souhaitée. Donc, beaucoup de produits essayent de jouer sur cette caractéristique d'image qui sont très importantes, parfois que les caractéristiques fonctionnelles, quoique les fonctionnalités des produits, c'est ce que répond exactement aux besoins. Donc, on cherche tout simplement les caractéristiques fonctionnelles, mais en premier lieu, mais ce qui est important, ce sont les caractéristiques d'image qui donnent un peu ce contenu symbolique au produit et qui répond à des motivations spécifiques pour les consommateurs. Voyons maintenant la marque. Bon, la marque, c'est un signe de reconnaissance qui sert à distinguer les produits d'une entreprise. Donc, une marque, vous avez là une photo qui montre toutes les marques qui existent. Donc, une marque, ça peut être un nom, un signe, un symbole,
Vous voyez qu'il y a des symboles, il y a des signes, il y a des noms indistincts ou toute autre combinaison de ces éléments servant à identifier les biens et services d'un vendeur et à le différencier de ses concurrents. Donc une entreprise a le choix entre utiliser une ou plusieurs marques. Il y a des entreprises qui travaillent sous une marque ou bien sous plusieurs marques. Il peut également employer une marque propre ou faire appel à une marque de distributeur, comme ce qui se passe chez nous dans l'industrie agroalimentaire. Donc il y a des marques des producteurs, mais il travaille aussi des marques de distributeurs. La marque, elle remplit plusieurs fonctions. Donc elle sert à identifier l'origine des produits, offre au consommateur une garantie et protège le produit contre d'éventuelles imitations. Donc en plus de la marque, pour le produit, il y a le conditionnement. Le conditionnement, il désigne tout simplement l'enveloppe des produits tel qu'il se présente à la vente. Ce conditionnement-là, il signifie 3 niveaux. Premier niveau, c'est le conditionnement primaire, c'est-à-dire qui est directement en contact avec le produit. Il définit généralement l'unité de consommation du produit, comme vous le voyez sur l'image là. Il y a le conditionnement secondaire. Donc, il constitue l'unité de vente proposée. Il comprend des éléments destinés à protéger le conditionnement primaire, mais aussi il peut servir comme un support promotionnel. Donc, et il y a enfin le conditionnement d'expédition. Ce sont les cartons qui servent au transport, à l'identification, au stockage et à la manutention des produits. En plus des conditionnements des produits, un élément très important lorsqu'on gère le produit, c'est le situer dans un cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie? Donc, comme toute autre chose, un produit suit un cycle de vie qui débute par le lancement et en passant par la croissance, la maturité et finalement sa phase de déclin qu'il faut à ce moment-là le retirer carrément de la production. Mais le produit présente différentes caractéristiques en termes de rentabilité durant chacune de ces quatre phases. Par exemple, dans la phase du lancement, le produit vient d'être introduit sur le marché, donc il est peu connu par les consommateurs. Forcément, l'entreprise doit mener un effort au niveau de la promotion chez les consommateurs finaux, mais aussi chez la distribution. Donc il y a des charges, des coûts très importants qui vont avec la phase du lancement d'un produit. Les ventes, elles, évoluent lentement, donc les coûts de production sont très importants, donc forcément cela va se répercuter sur le résultat qui est dans cette phase-là. Pour ce produit-là, le résultat il est inférieur à 0, donc il est négatif. Deuxième phase de croissance, là le produit commence à être connu par la distribution mais aussi par le consommateur final. L'accroissement des ventes associé à la réduction des coûts vont faire apparaître des bénéfices, mais ces bénéfices-là vont attirer aussi la concurrence. Le produit est rentable, mais il y a le risque de voir d'autres concurrents entrer dans le marché. La troisième phase, qui est la phase de maturité, là, le marché potentiel est atteint. Comme on l'a vu, le marché potentiel, donc il est saturé. Les ventes totales se stabilisent. Donc, il y a une tendance de surcapacité de production. Et pour maintenir les ventes, il faut augmenter les dépenses de marketing et essentiellement des promotions. Viendra par la suite la phase de déclin. Donc, forcément, là, de nouvelles technologies vont permettre de mieux satisfaire les besoins et apparaissent une mutation au niveau des habitudes de consommation. Donc, les habitudes se modifient et les ventes et les résultats vont baisser. Mais là, ce n'est pas une fatalité. Il y a des stratégies adaptées à cette phase de déclin qui peuvent redonner une autre vie à des produits. On a vu ça dans des secteurs particuliers. En plus de l'étude des cycles de vie d'un produit, il faut aussi s'intéresser à la gamme de produits. Bon, c'est quoi la gamme? Tout simplement, c'est l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise et qui constituent son portefeuille de produits.
Il est nécessaire donc de regrouper en ensemble homogène les produits de l'entreprise ou en gamme de produits. Donc une gamme elle est constituée par l'ensemble des produits qui sont proches les uns des autres parce qu'ils remplissent la même fonction. Donc ils ont les mêmes fonctionnalités. Ou bien ils sont vendus au même groupe de consommateurs ou sont commercialisés par les mêmes circuits de distribution. Là, ce sont des gammes de produits. Et une gamme est généralement caractérisée par deux dimensions. On parle de la largeur et de la profondeur. Bon, nous avons là un exemple d'une gamme de yaourts. Vous voyez bien que la largeur elle est égale au nombre de lignes ou de catégories de produits existants. Une augmentation de la ligne est associée à une politique de diversification. Donc nous avons là le nombre de lignes 3, la ligne yaourt aux fruits, la ligne yaourt nature et la ligne crème dessert. Donc la largeur de la gamme elle est composée par 3 lignes. Il y a aussi la profondeur de la gamme, c'est le nombre de modèles par ligne. Donc nous avons la première ligne yaourt aux fruits, nous avons 3 modèles, pack de 4 yaourts à la pêche, pack de 4 yaourts à la fraise et pack de 8 yaourts aromatisés aux fruits. Donc chaque ligne là, il y a 3 modèles. Ce que nous avons là, une longueur de la gamme qui est égale au nombre total de produits. Bon, si les lignes ont la même profondeur, la longueur de la gamme ici est égale à 9 produits. Ça veut dire profondeur fois la largeur. Les produits de la gamme donc n'ont pas tous le même rôle, donc ils ont des rôles variés à remplir. On parle des produits leaders, donc ce sont ceux qui assurent la plus grande partie du chiffre d'affaires ou du résultat de l'entreprise. Les bénéfices dégagés par ces produits peuvent être investis sur les autres produits peu rentables, notamment les produits qu'on vient de lancer, qui sont en leur phase de lancement, sont financés par les bénéfices dégagés sur les produits leaders, qui sont généralement en phase de croissance ou de maturité. Deuxièmement, il y a les produits d'appel. Donc là, sont généralement les premiers prix et constituent des versions simplifiées des produits leaders. Et ils ont pour rôle tout simplement d'attirer les consommateurs vers la consommation des produits leaders. Et en troisième lieu, il y a les produits de prestige. Donc, ont pour rôle de valoriser un peu la gamme en lui conférant une image de haute qualité. Nous avons des exemples dans, par exemple, l'eau de table, il y a des produits de prestige. Donc, leur rôle essentiel, c'est donner de la valeur à cette gamme-là. L'existence de ces produits répond plus à des préoccupations commerciales et d'image que des préoccupations financières. Parfois, elles sont peut-être vendues à des prix qui sont inférieurs à leur coût. Mais l'objectif, c'est un objectif de valorisation des produits. Et il y a des produits tactiques, donc là, ce sont des produits qui ont pour objet d'occuper le terrain et de contrer un peu la concurrence. Donc l'entreprise n'est pas intéressée par ces produits-là, mais c'est simplement pour remplir, être présent face à la concurrence sur un segment particulier. Et enfin, il y a des produits qui sont appelés des produits régulateurs. Là, ce sont des produits qui ont un rôle financier et sont destinés à absorber les coûts fixes et à amortir les variations du chiffre d'affaires. Là, vous voyez, donc, les produits de la gamme ne remplissent pas les mêmes rôles. Chaque produit a un rôle à jouer. Là, maintenant, on passe à la gestion de la gamme de produits. Il y a deux mouvements intéressants. Donc, ou bien une extension de la gamme, ou bien une contraction de la gamme, de politique à jouer à ce niveau de la gamme de produits. Une politique d'extension, par exemple, assure une meilleure couverture des marchés, donc réduit la vulnérabilité par la diversification et permet une meilleure rentabilité des moyens. Nous avons là, dans le schéma, il montre l'augmentation de la largeur. Donc, on ajoute des lignes supplémentaires à notre exemple avec 4 modèles. Donc, yaourt 0% matière grasse,
c'est un exemple, donc avec 4 modèles. Et aussi, dans la politique d'extension, on peut jouer sur la profondeur, le nombre de modèles au sein de la ligne et ajouter un modèle à chacune du ligne. Cette politique d'extension de la gamme se fait suivant 2 modalités, donc soit l'extension vers le bas, soit l'extension vers le haut. Dans le cas de l'extension vers le bas, on essaie d'exploiter une image gagnée à travers les produits de haut de la gamme et de toucher un public plus large. Donc on essaie d'exploiter un peu cette image dont bénéficient les produits, notre produit chez les consommateurs, et on diversifie un peu. Donc c'est une extension vers le bas. On essaie de toucher le maximum de clients justement en jouant sur cette image-là. Et il y a l'extension vers le haut. Alors là, on repositionne l'image de l'entreprise et on lui offre des segments plus rentables. Donc, on est dans l'extension vers le haut. Concernant maintenant le deuxième volet de cette gestion de la gamme, il y a la politique de contraction. Donc, il vise à concentrer les efforts sur un nombre de produits plus faibles. Donc, les objectifs poursuivis sont essentiellement la réduction des coûts. Donc, on élimine du modèle de la largeur ou bien carrément une ligne de produit. Donc, après le produit, comme première variable du marketing mix, il y a la politique de prix. La politique de prix, là aussi, il a plusieurs objectifs. Il y a tout d'abord un objectif de profit. À travers le prix, on va essayer de rechercher la rentabilité à long terme ou bien à court terme. À long terme, donc, on va chercher des prix stables, mais qui assurent des résultats réguliers. Ou bien à court terme, on va exploiter au maximum la situation actuelle, ça veut dire une politique d'écrémage. Deuxième objectif recherché à travers la politique de prix, c'est un objectif de volume. Donc l'entreprise va chercher à développer ses ventes et la fixation des prix au rapport objectif d'accroître les parts de marché. Donc on est dans une politique de pénétration. Troisième objectif qu'on peut rechercher avec le prix, c'est un objectif de concurrence. Donc l'entreprise veut se positionner sur le marché, éviter la concurrence ou empêcher l'entrée de nouveaux concurrents en pratiquant des prix assez bas. Et en dernier lieu, cette politique de prix a un objectif d'image de marque. Donc le prix est un moyen de communication sur la qualité des produits. Généralement, par des prix élevés, l'entreprise vise un positionnement haut de gamme dans l'esprit des consommateurs. Donc, le prix, c'est une variable très importante qui peut jouer des rôles très importants selon les objectifs stratégiques de l'entreprise. Maintenant, comment le prix est fixé? La fixation des prix suit 2 logiques. Tout d'abord, à partir du coût, les coûts fixes ou bien les coûts de structure vont déterminer quel est le niveau des prix à pratiquer. La fixation des prix à partir de la demande, donc généralement les ventes varient inversement au prix. Là, c'est le coefficient d'élasticité que vous allez voir au niveau de la microéconomie. Ce coefficient-là de la demande d'un produit par rapport à son prix est égal au rapport des pourcentages de la variation des quantités demandées et des prix correspondants. Je vous donne un exemple. Par exemple, le prix d'un produit qui va passer de 100 à 80, donc il va baisser de 20. Sa demande va passer de 200 à 300. Donc là, on remarque, une fois le prix va diminuer, la demande va augmenter, mais là, suivant le coefficient d'élasticité. Donc la variation du prix dans notre exemple, c'est moins 20. La variation de la demande, c'est plus 100. Donc l'élasticité égale variation relative de la demande sur la variation relative des prix. Donc 100 sur 200 sur moins 20 sur 100, ça donne
moins 2,5. Donc on remarque dans ce cas-là que la demande elle est très sensible au prix, il varie 2,5 fois plus fort que la variation des prix. Et bien entendu en sens inverse, quand le prix diminue, la demande augmente, et quand le prix augmente, la demande va diminuer. Donc là, ce sont à peu près les principaux éléments à prendre lorsqu'on essaie de définir le prix. Mais aussi, il y a des phénomènes psychologiques qui entrent dans la fixation des prix. Donc, ce n'est pas toujours des éléments de coût, des éléments de considération quantitative, mais aussi il y a des considérations psychologiques qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix d'un produit. Il y a ce qu'on appelle le seuil d'acceptabilité. Donc il existe un prix maximum au-delà duquel les consommateurs ne peuvent plus acheter le produit. C'est un prix maximum. Et il y a aussi un prix minimum en deçà duquel les acheteurs doutent de la qualité ou de l'image des produits. Imaginez-vous par exemple devant un marchand d'un produit alimentaire, pensons par exemple à la viande hachée qui coûte, je dirais, 10 dirhams le kilo, donc ça risque forcément de faire fuir les consommateurs. Il y a aussi, en plus des seuils d'acceptabilité, il y a le prix psychologique optimal. Donc il s'agit d'un prix magique, défini en référence à un chiffre rond, qui correspond à un seuil psychologique pour le produit considéré. Pensez par exemple à un produit qui coûte 99 dirhams et pas 100 dirhams, donc la différence elle est minime, mais psychologiquement elle est très importante. Intéressons-nous maintenant à la fixation des prix à partir de l'offre. Donc il y a là deux stratégies. Il y a une stratégie d'écrémage du marché, donc avec des prix élevés. Cette stratégie permet de réaliser des marges très fortes, mais elle limite la diffusion des produits et risque de susciter l'apparition de la concurrence. À côté de l'écrémage des marchés, ça veut dire des prix élevés, il y a ce qu'on appelle la pénétration des marchés. Là, on agit avec des prix faibles, mais qui permet une diffusion plus rapide des produits, ce qui se traduit par une réduction du coût. Donc, cette stratégie est généralement poursuivie pour se protéger de la concurrence. Donc là, c'est ce qu'on peut dire au niveau de cette deuxième variable du marketing mix. S'intéressant maintenant à la troisième variable qui est la distribution. La distribution a pour objectif tout simplement de mettre les produits à la disposition des consommateurs dans les lieux et les quantités voulues. Et se décompose généralement en une série de fonctions, donc il remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord le transport, donc le transport physique des produits de l'entreprise au client. Deuxième fonction remplie par la distribution, c'est le stockage. Donc, il va permettre l'ajustement de l'offre à la demande au cours du temps. Donc, le stockage il est très important. Il pose des problèmes financiers importants, d'emplacement, etc. Troisième fonction remplie par la distribution, c'est l'assortiment. Alors là, il s'agit de transformer des lots de production en lot de vente, ce qu'on appelle l'assortiment. Troisième fonction assurée par la distribution, c'est le fractionnement. Alors là, il s'agit de l'éclatement nécessaire de la production en lot de taille réduite, adapté aux besoins des consommateurs. Et il y a enfin l'information. Donc, la distribution joue un rôle de médias avec l'affichage du prix, des actions promotionnelles, la publicité sur les lieux de vente, ce qu'on appelle le PLV, etc. Un canal de distribution, c'est l'itinéraire suivi par un produit pour aller des producteurs aux consommateurs. Ce canal de distribution peut être plus ou moins long. Il y a tout d'abord un canal ultra court
qui ne présente pas d'intermédiaire entre l'entreprise et le client final. Il y a une autre structure de distribution qui se caractérise par un canal intermédiaire. Donc il y a l'entreprise, le détaillant et on arrive au client final. Il y a des canaux qui sont longs, donc il intéresse plusieurs intermédiaires, l'entreprise, grossiste, détaillant et client final, ou bien entreprise, semi-grossiste, grossiste, détaillant et client final. En dernier lieu, on parle aussi de la force de vente. Lorsqu'on évoque la distribution, tout simplement, c'est l'ensemble des personnes en relation directe avec les acheteurs. Ces personnes-là, elles jouent un triple rôle. Elles prospectent, elles vendent et assurent un certain nombre de services comme l'aide aux distributeurs pour présenter les produits, la gestion des commandes, la circulation de l'information commerciale, etc. Donc là, ce sont les éléments qui concernent un peu ce troisième élément du marketing mix. Le dernier élément, c'est la communication. Donc, on peut définir la communication comme l'ensemble des signaux émis par l'entreprise en direction des clients actuels, bien entendu, et clients potentiels, aussi vis-à-vis des distributeurs ou bien de toute autre cible. Le but de la communication n'est pas seulement de faire vendre, mais aussi de transmettre des informations auprès du public visé de façon à modifier leur connaissance des produits, leurs attitudes et leur comportement vis-à-vis d'un produit ou d'une entreprise, vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'une idée, etc. Donc voyons que la communication joue un rôle très important. Il déclenche le désir, il crée le besoin. Il a des objectifs très importants. Donc, généralement, ils sont schématisés par un processus en 4 étapes qui visent tout d'abord à attirer l'attention, à susciter l'intérêt et le désir, et enfin à déclencher l'achat. Donc, c'est le modèle qu'on appelle AIDA. Donc, c'est l'attention, l'intérêt, le désir et les actions. Il y a 4 niveaux de communication. Donc, on peut communiquer au niveau des produits, on peut communiquer au niveau de la marque et on peut communiquer au niveau de l'institution et de l'entreprise. Concernant la communication au niveau des produits, alors là, cette communication cherche à présenter aux consommateurs les caractéristiques des produits proposés, tout simplement. La communication de marque valorise un peu l'image et les symboles qui sont rattachés à la marque. Donc, il s'intéresse aux aspects subjectifs des consommateurs. Donc, on a vu que cet élément est très important dans le processus d'achat. En troisième lieu, la communication d'entreprise. Alors là, c'est une communication qui a pour but de décrire les caractéristiques physiques, socio-économiques et financières d'une organisation, ainsi que sa politique. Il s'adresse généralement au personnel, mais aussi il s'adresse aussi aux investisseurs, aux financeurs. Et en dernier lieu, il y a la communication institutionnelle. Et là, on met l'accent sur le système de valeurs de l'entreprise. Elle est destinée généralement aux individus qu'on considère comme étant membres d'une société et appartenant ou non à l'organisation. Si par exemple une entreprise communique sur son intérêt pour l'environnement, on est donc dans la communication institutionnelle. Alors là, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau de cette deuxième section qui concerne la fonction marketing. C'est une fonction qui est très importante, une fonction qui est actuellement au centre de l'entreprise et de sa performance dépend la survie et la compétitivité de l'entreprise, notamment dans des environnements qui sont ouverts à la concurrence et à la compétition.